été au Havre, un été au Havre. Découvrez un été au Havre, un événement estival d'art contemporain. Des œuvres d'artistes contemporains sont installées dans l'espace public. La manifestation dure officiellement durant l'été, mais certaines œuvres restent en place toute l'année. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Westrack Radio. Nous sommes le samedi 22 juin, il est 11h, passé de quelques minutes, et on se retrouve ce matin pour une émission spéciale, puisqu'on va parler d'un été au Havre. On va tout savoir sur cet événement, le retour d'un été au Havre pour 2024, le programme de cette émission. On va avoir tout d'abord un propos introductif avec Fabienne Delafosse. Bonjour Fabienne, je te laisse prendre un micro. Bonjour à tous. Nous avons également Gaël Charbot, qui est directeur artistique d'un été au Havre. Bonjour tout le monde. Et Camille Barneau, directrice du Volcan, qui nous accueille ce matin puisque nous sommes en direct du FITS pour ces 2 heures d'émission. Ah, il y a le dernier micro n'est pas allumé, voilà. Bonjour. Voilà, c'est mieux, c'est parti. On est en direct, donc ça fait partie des aléas. Nous allons ce matin recevoir tous les artistes de cette sélection d'un été au Havre qui vont nous parler de leurs œuvres, qui vont parler effectivement de ce terrain de jeu qu'est la ville du Havre pour créer ces œuvres qui seront présentes et visibles pour toutes et tous jusqu'au 22 septembre. Ça commence aujourd'hui. Et sans plus attendre, parlons un petit peu d'un été au Havre 2024. C'est le retour de cet événement qui a pris racine en 2017. On peut dire ça peut-être... Madame Delafosse, élue à la culture. Je ne sais plus si j'avais précisé votre titre en introduction, mais un été au Havre prend racine en 2017, l'année où il a fallu fêter les 500 ans de la ville du Havre, puisque la ville du Havre a été créée en 1517. Alors peut-être une petite question d'introduction. Est-ce que l'idée de créer cet événement qui deviendrait récurrent et qui place comme ça tout l'été des œuvres d'art dans la ville est née avant même l'idée de fêter les 500 ans, ou est-ce que c'est justement cet événement créé lors des 500 ans où là tout le monde s'est dit en fait faut qu'on le refasse tous les ans? Je vais vous faire une réponse de Normande, un peu des deux mon capitaine. Qui de l'œuf ou de la poule? Qui de l'œuf ou de la poule, exactement. En fait, oui, quand on fête les 500 ans, on a ce double objectif à la fois de faire une très grande fête populaire avec énormément de monde, d'animer la ville, mais on a aussi envie de la révéler et de faire redécouvrir ou découvrir certains endroits, et en passant par l'installation d'œuvres d'art dans l'espace public. Donc je dirais que c'était un peu un test pour voir aussi s'il y avait une forme d'engouement et s'il y avait une volonté à la fois des Havrais, des Havraises, mais aussi des autres visiteurs, finalement, de se saisir de ces parcours qu'on allait proposer. Et en l'occurrence, ça a été un très gros succès, et donc assez rapidement, on a décidé que cette aventure devait continuer, mais c'était quand même lié à la réussite et à la rencontre ou pas qu'allait pouvoir faire le public avec ses œuvres. Et en l'occurrence, comme la rencontre s'est produite, c'était formidable, et on a eu envie de continuer. C'était un peu une année test, du coup, 2017, qui a engendré la suite. Alors, je pense qu'il y a un intérêt politique, on va dire, en tout cas politique culturelle, de présenter comme ça l'art dans l'espace public, et c'est ce que vous essayez du coup de continuer à défendre depuis 2017? Oui, c'est ce qu'on continue de faire. Et pour rebondir juste sur la question précédente, c'était aussi vis-à-vis de nos partenaires, parce qu'en fait, un été au Havre, c'est pas que la ville du Havre, hein, c'est la chambre de commerce, l'université, le département, enfin bref, tout un tas de partenaires avec nous. C'était aussi de voir si eux, ils avaient cette volonté-là, et compte tenu du succès, ça l'a été. Et puis oui, très vite, on a inscrit ça dans cette idée de provoquer la rencontre. On a une politique culturelle qui est vraiment basée sur le fait que la culture, c'est avant tout mettre des œuvres, des artistes en face d'un public, et que cette rencontre s'opère. Et on le sait bien, Camille le sait tout aussi bien que moi, puisque je sais que c'est un travail quotidien pour les équipes d'aller chercher des publics, et que malheureusement, malgré tout le travail qui est fait, on n'a encore que certaines parties de la population qui fréquentent les lieux culturels et les institutions culturelles. Donc en les posant sur l'espace public, finalement, on est obligé de se retrouver confronté à l'art, et donc de se poser des questions, en fait, d'avoir cette vraie rencontre. Parfois, on tombe sur une œuvre d'art, on se dit j'aime pas, je l'aime bien,
bien, je la trouve belle, je la trouve moche, elle me fait sourire, elle me fait rire, mais bref, elle provoque une émotion, et c'est ça qu'on voulait faire avant tout. Et puis il y avait aussi un deuxième objectif, qui est celui de valoriser notre ville. Vous le savez peut-être pas tous, mais en tout cas que notre ville a été entièrement détruite, recréée avec des très grands espaces. Les Havrais ont eu un petit peu de mal à se la réapproprier post-guerre, et donc il fallait aussi rendre un sentiment de fierté, alors qu'avait déjà été rendu au Havrais quand on a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Il y a eu déjà finalement ce premier changement d'état d'esprit, et on voulait que à la fois les Havrais mais aussi les visiteurs regardent la ville différemment, puissent découvrir des lieux, et l'art contemporain a été pour nous le vrai bon vecteur à utiliser. Camille Barneau, tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir dans le FITS ce matin, ce grand plaisir. Foyer du volcan, comme on l'appelait auparavant. Vous êtes un peu nouvelle arrivante au Havre. C'est vrai que quand vous êtes arrivé au Havre, ou quand vous vous êtes dit tiens, je vais postuler pour la direction du volcan, quelle image vous aviez justement de la ville, et peut-être même du rapport à l'art de la ville ? Alors moi j'ai une image qui est fidèle à ce que racontait Fabienne à l'instant, à savoir que quand j'étais jeune, mes grands-parents en l'occurrence habitaient en Normandie, plutôt près d'Évreux, et donc tous les étés et les week-ends quand on allait chez eux, ils nous emmenaient en excursion, et ils ne nous emmenaient jamais au Havre parce que c'était mal famé, on n'emmenait pas ses petits-enfants en excursion au Havre, donc on allait à Rouen, on allait à Étretat, enfin voilà, on faisait plein de choses formidables. Et puis j'ai redécouvert le Havre il y a quelques années, j'accompagnais un artiste et j'étais venue voir un spectacle au Volcan qui venait de réouvrir d'ailleurs, et je m'étais dit waouh, mais en fait c'est une ville magnifique avec une énergie très forte, et quand j'ai commencé à me poser la question de candidater, effectivement j'ai posé la question à plusieurs artistes, des artistes dans mon champ professionnel qui est celui du spectacle vivant, mais aussi dans mon champ plus personnel autour des arts visuels, etc., et tous m'ont dit waouh, mais le Havre tu vas voir c'est super, vas-y continue, je viendrai, est-ce que tu m'inviteras, etc. Donc voilà, effectivement je pense que l'image a changé assez rapidement en fait. Une ville injustement rabrouée, peut-être méconnue, jusqu'à effectivement ce spotlight qui a permis un été au Havre et qui permet maintenant des afflux de touristes très massif. Ouais, des afflux de touristes, puisque c'est alors l'année dernière 750 000 visiteurs, bon, avec une météo qui était un peu capricieuse, dirons-nous, mais 1 million l'année précédente. Et pour rebondir sur le changement d'image, notamment à l'extérieur, il y a une étude qui a été très bien faite sur la vision du Havre dans la presse nationale. C'est-à-dire un chercheur s'est intéressé à tous les articles qui étaient écrits dans la presse nationale, et donc il a ciblé les années 80-90, 90-2000, bref. Et on voit l'évolution, c'est-à-dire qu'avant un été au Havre, on parle de la ville pour notamment le port, ses mouvements sociaux, le fait qu'on ait été une ville communiste, et puis petit à petit, on a un glissement. Et donc à partir de 2017, et la presse nationale a exclu de son champ de recherche tous les articles qui pouvaient avoir lieu à Édouard Philippe, qui avait été nommé à ce moment-là Premier ministre, pour vraiment pas fausser la donne. On voit que les thèmes récurrents quand la presse nationale se saisit du Havre, c'est l'architecture, c'est la culture et c'est le tourisme. Et donc on voit bien que dans la perception à l'extérieur du Havre, on est aujourd'hui une ville à la fois touristique mais culturelle. Alors c'est un été au Havre et c'est plein d'autres choses. Camille disait, quand elle est venue, le volcan venait de réouvrir, ça a été aussi la rénovation du volcan, les bibliothèques, la SMAC, le Tetris qui a ouvert. Enfin, on a développé des équipements culturels qu'on n'avait pas. Donc je pense que c'est aussi ce tout qui fait aujourd'hui qu'on apparaît comme une ville particulièrement dynamique au niveau culturel. On va entrer un petit peu dans le vif du sujet d'un été au Havre 2024, de cette nouvelle édition. Gaël Charbot, dans tout ce qui vient d'être dit sur cette perception du Havre, quand on vous a contacté, alors je sais pas d'ailleurs comment on devient directeur artistique d'un été au Havre, est-ce que c'est une candidature ou est-ce qu'on vient vous chercher, mais en tout cas, quelle perception également vous aviez du Havre quand on vous a dit ok, c'est bon, on s'engage et on part ensemble pendant plusieurs années? Bah alors moi j'ai une perception qui a évolué au fil du temps, puisque je suis venu assez régulièrement au Havre, même si j'y suis pas venu tous les ans, mais j'ai vu l'évolution de la ville, et je dis souvent, quand on me pose des questions par rapport à la ville elle-même, je dis que c'est une ville assez étonnante puisqu'elle n'a pas vraiment de centre. C'est une ville qui a plusieurs centres, et notamment quand il s'est agi pour moi d'être vraiment dans la programmation, je me disais mais où est-ce que je vais placer des œuvres pour être sûr d'avoir justement cet effet de concentration. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas possibilité de concentrer au Havre. C'est une ville qui est très étendue, c'est une ville qui fonctionne avec des ruptures de paysage. On a la plage, les jardins suspendus, le port, donc on passe d'un paysage industriel à un paysage de farniente, à un paysage urbain assez marqué.
c'est une ville qui a beaucoup de facettes et qu'on n'approche absolument pas en un seul regard. Et donc c'est ce qui permet aussi d'avoir une programmation qui est très variée, qui permet de faire intervenir des artistes de nature très différente, des œuvres aussi qui sont très différentes dans leur médium, dans leur message, dans leur relation à l'espace, parce qu'en fait il y a plein de scénarios possibles au Havre. Et en fait c'est vraiment la concentration de tous ces scénarios qui fait la richesse de la ville. Vous faites suite à Jean Blaise, qui a été le premier directeur artistique d'un été au Havre, et donc qui laisse finalement au sein de la manifestation une collection déjà d'œuvres, qui, comme la Catène par exemple, qui est d'ailleurs devenue un symbole presque de la ville du Havre, alors que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu quand même quelques voix qui s'étaient élevées pour dire que c'était pas forcément très beau, hein, l'art effectivement. C'est une question de goût et de couleur. Mais effectivement, il y a cette collection. Comment on part, comment on innove tous les ans, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et comment on complète au fil des éditions cette collection d'œuvres. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas trop d'œuvres peut-être dans l'espace public ? Il n'y en a jamais assez ? On a encore un peu de marge, je pense. D'abord, je dirais un été au Havre, ça accompagne aussi les transformations de la ville. Donc, par exemple, dans l'édition de 2024, dans celle qu'on ouvre aujourd'hui, il y a 3 œuvres qui sont dans le quartier des Docks, qui est un quartier qui a énormément évolué là au fil de ces dernières années. Donc, la ville est organiquement est en train de se développer. C'est tout à fait subjectif, mais je pense qu'elle le fait bien. Elle organise bien son paysage, elle organise la circulation. Et donc les œuvres, moi j'essaye de faire en sorte qu'elles collent aussi à ce déploiement de la ville, à cette conquête de l'espace. Et c'est pas dur de programmer parce que moi mon métier ça consiste à être en contact avec les artistes et avec leur recherche et avec cette contemporanéité des artistes. Donc mon rôle c'est plutôt d'essayer de choisir quel artiste peut faire la meilleure réponse à un endroit qu'on choisit ensemble. La plupart du temps, parfois c'est moi qui choisis ou c'est moi qui donne quelques indications, mais voilà, c'est une équation. Et puis après c'est le public effectivement qui résout cette équation. Et on va rester dans la question de l'équation, mais effectivement sur l'équation de la territorialité, puisque comme on a pu l'exprimer, le Havre est un territoire assez vaste. On sent que on s'étend un petit peu d'année en année, mais voilà, il y a encore plein d'endroits à explorer dans la ville du Havre. Est-ce que c'est aussi une perspective pour les années à venir d'aller mettre des œuvres peut-être à des endroits très éloignés du centre-ville ? C'est déjà ce qu'on essaye de faire, parce que vous savez, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai lancé cette espèce de phrase un peu baseline qui est l'art parcourt la ville. Pour moi, l'idée, c'était que la ville, c'est un peu comme un épiderme, c'est une peau d'une certaine manière qui est en mouvement, qui a ses cicatrices et puis ses beautés. Et l'idée, c'était que l'art puisse la parcourir un peu comme un frisson. Et donc, dans l'imaginaire, en tout cas, c'est de sortir d'une vision statique des œuvres et puis plutôt se dire que cet art allait justement bouger, traverser la ville. Et cette année, c'est vrai, avec au moins 2 projets. Il y a le projet de Cosmo d'Anchin-Marc que vous recevrez tout à l'heure qui sont des œuvres sur des bus. Donc en fait l'art effectivement matériellement traverse la ville. Il y a le travail de Grégory Chatonsky que vous avez découvert l'année dernière, qui sont 25 bâches qui représentent une ville bis, un Havre qui n'existait pas dans 25 quartiers de la ville. C'était un vrai défi effectivement quand je suis arrivé de répondre à cette étendue, puisqu'il y a beaucoup d'habitants qui me disaient moi j'ai pas d'art en bas de chez moi, et donc on a essayé de répondre à ça par plein d'astuces aussi, parce qu'on peut pas effectivement faire 25 000 œuvres, mais on sait faire 25 000 cartes postales uniques, par exemple, qui est aussi un des projets de Grégory Chatonsky. On sait cette année déployer l'œuvre de Joël Andriano Mearisoa dans toutes les bibliothèques de la ville. Et à la bibliothèque universitaire, où un certain nombre de ses poèmes sont cachés dans des livres. Et donc c'est aussi une manière de faire circuler l'art autrement qu'en ayant une grosse pièce monumentale. Là, c'est à l'échelle humaine, c'est dans la poche quasiment, c'est dans un livre. Donc il y a aussi tout un tas de formes que j'ai essayé d'imaginer avec les artistes qui leur permettent de s'étendre et de pas forcément être à l'échelle monumentale, mais à l'échelle aussi de l'intime et de la personne. Si on voulait parler des évolutions notables de 2024, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Alors des évolutions, je dirais pas qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Il y a des projets qui sont un peu spécifiques à cette année, comme l'œuvre qu'on est allé percher sur le toit du parking des Docks, qui est une réflexion. Vous savez qu'ici, à cet endroit même, au FITS, au mois de février, avec l'accueil généreux de Camille, on réunit un groupe de réflexion, je dirais, qui s'appelle Métamorphose. On réfléchit avec le public aux transformations de la ville. Et sur le toit, qui est l'œuvre d'un collectif havrais cette année,
c'est un peu une réponse, c'est un contrepoint, je dirais, à ces rencontres du mois de février, puisqu'on fait pousser un jardin sur le toit hyper minéral d'un parking, qui est vraiment là, je dirais, la métaphore du monde moderne, industriel, etc. Et là, ils ont amené de la végétation, des rencontres, une espèce de mode de vie qu'on pourrait croire quasiment impossible. Sur du super minéral, on amène du super végétal. Et c'est une œuvre qui va voyager du Havre vers Paris, puisqu'on pose la question aussi, on fait pas que le Havre. En fait, moi, j'essaie de faire en sorte que les œuvres voyagent non seulement dans la ville, mais même en dehors. Et donc, l'œuvre sur le toit va être transportée par barge au printemps prochain et se réinstaller sur le parvis de la Cité des Sciences. Et donc, on essaie de montrer aussi qu'on sait créer des modèles ici, et on sait créer des relations à l'œuvre qui sont pas forcément présentes dans toutes les villes de France. Faut être fier, je veux dire, de ce qu'on fait au Havre. Il n'y a pas beaucoup de villes en France aujourd'hui qui peuvent se targuer d'avoir une collection aussi riche et d'attirer des artistes aussi talentueux que ceux qu'on présente dans cette saison. Donc 12 nouvelles œuvres cette année dans cette édition 2024. Nous allons d'ailleurs pouvoir parler un peu plus en détail de ces œuvres en recevant les artistes en plateau durant ces 2 heures d'émission. Fabienne Delafosse, merci beaucoup. Merci à vous et puis un bel été au Havre. Camille Barneau, merci également d'avoir participé à ce propos introductif. Merci beaucoup. Et Gaël Charbot, merci également pour toutes ces précisions. Et avant de recevoir nos premiers artistes en plateau, on va faire une petite pause musicale. Et on a demandé du coup aux artistes, mais aussi pour ce plateau introductif, des choix musicaux. Et le premier choix revient à Gaël Charbot. Et ben, je vous laisse nous parler de ce choix musical, si vous vous en rappelez. Oui. De mémoire, je pense que j'ai choisi une chanson qui s'appelle Zephyr des Red Hot Chili Peppers. Tout à fait. Juste pour être dans une dynamique matinale comme ça. D'accord. De bon pied. C'est histoire de dynamiser un petit Exactement. peu. Très bien. Et ben, on écoute tout de suite les Red Hot Chili Peppers avec Zephyr Song et on se retrouve dans quelques instants. Coming down on not today.
Track Radio en direct du volcan pour l'inauguration d'un été au Havre aujourd'hui. On vient d'avoir un petit mot d'introduction avec Mathieu et on continue. On va recevoir tout au long de cette matinée des artistes, les artistes d'un été au Havre, édition 2024 avec différentes thématiques. Et la première thématique qui inaugure cette journée, c'est à l'échelle de la ville. Je reçois donc sur le plateau Cosmo d'Anchin-Hamar. Bonjour. Bonjour. Max Coulon, bonjour à vous. Bonjour. Et Edgar Sarin, bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit tour présentation chacun et chacune de vos œuvres et puis on va pouvoir échanger donc sur ce thème à l'échelle de la ville. Cosmo d'Anchin-Hamar, on vous connaît donc pour les bateaux-bus, vous êtes illustratrice et havraise. Tout à fait, j'habite au Havre. Max Coulon, c'est une maison avec des pieds qui est apparue No Reason to Move en face de la Tour Alta qui vient juste d'être installée, je crois ça fait une petite semaine. Ouais, c'est ça. Et enfin, Edgar Sarin, Pacifique, une œuvre qui va devenir pérenne cette année et qui se trouve donc à côté de l'EM Normandie. Ce sont des amphores qui ont été donc mises les unes sur les autres pour faire une œuvre donc en hauteur. Alors Cosmo, on va commencer par les bateaux-bus. Donc c'est une œuvre que certains Havrais ont pu même découvrir avant le lancement aujourd'hui d'un été au Havre, puisque certains bateaux-bus se baladent déjà sur les lignes du réseau LIA. Première question, déjà, comment est-ce que on crée une œuvre comme ça avec la difficulté déjà de le faire sur un véhicule et puis surtout de se dire que cette œuvre va traverser la ville. Alors c'est justement l'idée et l'envie de Gaël Charbot, mais plus loin puisque ces lignes vont même jusqu'à Étretat. Donc quelle était la difficulté de tout d'abord matériel de faire des stickers donc sur des véhicules et puis ensuite cette idée que cette œuvre va représenter le Havre en dehors des frontières havraises? Alors déjà, je tiens à préciser que j'ai grandi à Étretat, donc le fait que les bateaux-bus, pour certains d'entre eux, aillent juste à Étretat, c'était une vraie volonté de ma part. En l'occurrence, je trouve que le support, même si bien évidemment il représente des contraintes techniques, notamment en lien avec la sécurité, puisque le covering des vitres, ça implique une opacification d'un espace de visibilité dont le conducteur a besoin. Je remercie d'ailleurs encore l'IA sur la façon dont ils ont géré le truc pour appliquer au mieux les bateaux et le moins les tronquer possible, parce qu'en fait la difficulté technique principale c'était celle-ci. Maintenant, moi je suis illustratrice, je suis pas plasticienne et je crois que la base de l'illustration c'est dessiner avec des contraintes. Et j'adore les contraintes. Je trouve que ça repousse la créativité. Donc en fait, plus le support est contraignant et plus j'adore. D'accord, donc c'était un challenge accepté et voulu. Il y a 10 bus illustrés qui représentent évidemment des paquebots qui sont passés par le Havre et dans l'histoire du port du Havre. On a le Normandie, Washington, Brittany Ferry. Comment est-ce que vous vous êtes inspiré de cette histoire du Havre pour l'amener directement au plus près des Havrais ? Encore une fois, j'ai réfléchi ce projet et je l'ai abordé comme une illustratrice, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi de dessiner les bateaux que moi j'aimais ou que je trouvais les plus esthétiques ou les plus intéressants à faire en illustration. Sinon, d'ailleurs, je n'aurais fait qu'une flotte révolue avec des bateaux qui n'existent plus. J'ai voulu imaginer et aborder ce projet comme si c'était une commande du port du Havre et qu'il fallait qu'il y ait une représentativité, une forme d'honnêteté en fait par rapport au contenu du port du Havre. Donc sur les 10 bateaux, il y a 3 bateaux de croisière, puisque c'est aussi une réalité d'un mode de déplacement actuel qui ouvre plein de débats, mais c'est intéressant aussi de les mettre sur la table. Il y a une drague, puisque ça aussi c'est un bateau qui est récurrent dans le port du Havre, le Brittany Ferry évidemment. Il y a 3 porte-conteneurs, puisque ça pareil, ça reste assez inévitable, puisqu'on est quand même le premier port en termes de conteneurs en France. Et il y a 2 paquebots révolus qui là sont plus pour le jeu de l'anachronisme, le jeu de l'esthétisme et venir encore questionner l'histoire du port du Havre et amener ce projet sur une temporalité un petit peu plus large. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir une forme de transparence. Moi, en termes de couleurs ou de forme graphique, il y en a certains que je préfère à d'autres, mais c'est pas un choix que j'ai fait basé sur mes goûts personnels, c'est un choix que j'ai fait dans une quête de transparence et d'honnêteté, puisque l'idée c'était de faire en sorte que les bateaux qui sont vraiment présents dans le port du Havre finalement viennent en ville. Et ça ne peut fonctionner que si les bateaux que je choisis sont vraiment présents à grande fréquence dans le port du Havre. C'est un beau clin d'œil au port, puisque le port, ça peut être parfois l'aspect un peu négatif de la ville du Havre quand on ne connaît pas le Havre. J'ai l'impression que c'est soit on aime beaucoup la ville, soit on a ce côté un petit peu le port est un désavantage. Là, c'est mettre en beauté justement un élément que certains peuvent trouver comme étant un désavantage.
Moi, j'adore aussi cet aspect du Havre. Le fait que c'est une ville qui laisse pas indifférent. Soit on l'aime, soit on la déteste. Si mes amis étaient là ou ma famille dirait que c'est assez pareil pour moi. C'est un peu comme qui je suis aussi. Dans tous les cas, je crois que c'est surtout une œuvre qui a une accessibilité de lecture qui est très large. Moi, j'aime bien les œuvres à double lecture. On peut les regarder en surface sans se poser de questions. Ou au contraire, on peut amener à se poser des questions et réfléchir à la démarche qu'il y a derrière l'œuvre. Mais j'aime aussi le fait que ce soit juste un émerveillement que ça provoque pour un enfant, un sourire que ça décroche à quelqu'un qui va au travail et qui va croiser un bateau qui va rouler en fait. Enfin, j'aime aussi ce décalage et cette simplicité derrière le projet et je crois que sur ça c'est ma partie préférée. Le Havre, une ville qu'on aime ou qu'on déteste, en tout cas, une ville où parfois on n'a pas toujours envie de partir. C'est un petit peu le thème de votre œuvre, Max Coulon. No reason to move, aucune raison de partir, de déménager. Une maison est arrivée juste en face de la Tour Alta. Cette maison, elle a des pieds. Elle a tout un historique. Quand on la voit, on sent qu'il y a un vrai passé. Alors nous, on s'est posé la question justement à la radio de se dire, alors c'est quoi l'histoire ? Est-ce qu'il y a un lien peut-être avec le passé du Havre, le côté un peu les fantômes du passé, mais en fait cette œuvre existait déjà avant et a été posée en fait devant la Tour Alta, mais elle avait déjà un passé justement, cette maison. C'est ça, en fait, cette maison, elle était dans un contexte forestier à la base, elle était en forêt, et là, le projet, c'était justement de la faire bouger, donc c'est un petit pied de nez, ce titre, et de la changer de contexte, et de l'amener ici au Havre pour voir comment elle réagit, comment elle trouve sa place. Quand vous avez été invité à amener cette maison au Havre, est-ce que l'emplacement de la Tour Alta avait déjà été décidé, ou est-ce que ça s'est fait après en décision plus ultérieure ? Alors on n'avait pas prévu de la mettre sur la Tour Alta, hein, mais non, bien en face. avec. Et ça, c'était vraiment une idée de Gaël Charbot qui a vu ce contraste et le potentiel qu'il y avait dans cette confrontation entre cette tour très moderne, très bruyante, et cette petite maison plutôt mignonne. Voilà. Contraste entre cette tour Alta qui vient de sortir de terre, qui a été inaugurée il y a un an, le Perret aussi qui est autour, et puis cette maison, alors mignonne, c'est comme ça que vous la décrivez ? Non, pas juste mignonne, elle a aussi quelque chose d'un petit peu inquiétant. En fait, elle a plusieurs choses. J'apprends encore, je la découvre encore. Hein. Oui, alors qu'est-ce qu'elle raconte cette maison justement ? Parce que c'est vrai que ce toit un petit peu doré, c'est vrai que ça donne envie d'aller la voir, et puis quand on arrive en face, on a l'impression qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est assez détruit, il n'y a pas vraiment de porte, on voit des bouts de bois, etc. Qu'est-ce qu'elle a vécu cette maison dans la forêt avant de venir au Havre ? En fait, c'est une maison que j'étais allé chercher à la base à Tours, et c'était en fait un jouet pour enfants. Donc elle était au fond d'un jardin pendant une vingtaine d'années. Un jour, les enfants ont grandi et les parents ont voulu se débarrasser de cette petite maison. Donc moi, je suis allé la récupérer pour la transformer en sculpture. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'elle a un passé, et en même temps ce toit jaune qui est tout neuf vient faire comme un couvre-chef et brouiller les pistes de est-ce que c'est vieux, est-ce que c'est neuf, est-ce que c'est d'où ça vient en fait. Les pistes sont aussi brouillées sur cette idée donc no reason to move, puisque cette maison a été déménagée, elle a été emportée jusqu'au Havre, et cette maison a des pieds. On croirait qu'elle pourrait sauter, donc elle est sur une tour de manœuvre, et puis à tout moment, cette maison, on s'attend à ce qu'elle saute. C'est pas aussi un peu un jeu de mots avec le fait que elle pourrait en fait se déplacer elle-même et décider de partir ? C'est exactement ça. C'est quoi la réflexion autour de ces pieds ? Est-ce que c'était déjà présent dans sa première forme ? Oui, c'était vraiment l'idée de la sculpture, c'était de récupérer une cabane et de lui mettre des pieds, en fait, tout simplement, pour la transformer en personnage, quoi, en personnage comme on pourrait trouver un personnage de conte ou d'une histoire, voilà. Donc cette réflexion que nous avons eue autour de peut-être des passés du Havre, les maisons qui ont pu être détruites pendant la guerre, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est vraiment aller chercher un peu trop loin ? Non, justement, moi je fais de la sculpture pour qu'on puisse imaginer des choses et trouver des liens et trouver du sens derrière. Après, j'aime pas vraiment fermer les sculptures et ce qu'elles sont censées dire. J'aime bien les laisser parler en fait.
D'accord, et Voilà. on va continuer à chercher. Alors j'invite les Havrais à aller la voir. Et puis notre dernière œuvre pour ce tour de table, c'est Pacifique de Edgar Sarin, une œuvre qui va être pérenne. Donc je le disais, à côté de l'EM Normandie, des amphores qui sont donc montées les unes sur les autres. Alors les amphores, c'est pas la première fois que vous les représentez. C'est quelque chose qui vous intrigue énormément. Pourquoi est-ce que les amphores et cet élément du passé vous intéressent ? Oui, bon, je dirais pas que ça m'intrigue, mais l'amphore est une forme, je pense, qui est particulièrement porteuse d'une survivance. C'est une forme qui est particulièrement anthropomorphe. C'est une forme de flux et qui est quelque part contenue dans l'homme. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de la représenter à cet endroit-là ? Cet endroit, c'est arrivé comme ça. Enfin, l'idée de la pièce est très simple. Elle était de creuser un trou avec la terre, fabriquer une amphore avec les mains, et par la reproductibilité technique que donne le bronze, répéter le motif pour monter vers le ciel, comme une espèce d'allégorie silencieuse d'une victoire de la terre sur le ciel. Mais je pense que, vous savez, nous, on est une génération d'artistes qui vit dans un contexte de catastrophe climatique et un contexte d'effondrement social et de la biodiversité. Et bon, c'est important pour nous de faire revenir des gestes qui sont, enfin, une certaine survivance d'un monde, oui. C'est une œuvre qui est assez technique au niveau de la matière. Vous avez travaillé le bronze, la patine. Comment est-ce que ça s'est passé, toute cette préparation ? Ça s'est très bien passé, mais non, le bronze, enfin la patine, c'est un travail qui est de l'ordre de la peinture. Sur le bronze, mais non, je pense toujours quand il s'agit de patiner du bronze à ce mystique suédois August Strindberg qui a vécu à la deuxième moitié du 19e siècle, à l'époque où on venait d'inventer les processus de photographie, et donc tout le monde essayait sa propre recette, et lui prenait des plaques de métal, mettait un peu de chimie dessus et déposait ça dans son jardin la nuit dans l'espoir de prendre des photos du ciel, qu'elles soient récoltées naturellement sur les plaques, et au matin on retrouvait, ça marchait très bien, on retrouvait une représentation extrêmement fidèle du ciel, et donc Strindberg est devenu très célèbre avec ça, c'est l'élastographiie, et on s'est rendu compte bien plus tard, bien sûr, que ça marchait pas du tout, parce qu'il y avait même pas d'objectif, mais que c'était les petits insectes et la rosée du matin qui recréaient fidèlement le grand cosmos. Et je pense que dans la patine de ce bronze, ça a été un peu notre ambition, oui. Les amphores sont donc installées à la verticale, vers le ciel. Dans l'usage historique, elles étaient plutôt mises en quinconce, en fait. Est-ce que ça a été technique pour vous, et pourquoi est-ce que vous avez décidé de les mettre plutôt à la verticale, alors que historiquement, elles étaient plutôt installées à l'horizontale ? Oui, bien sûr. Bon, les amphores ont une forme qui est avant tout fonctionnelle, comme le corps humain. Pardon. Et donc c'était pour les transporter, elles ont un pied, et elles étaient toutes entassées ensemble, serrées dans des bateaux qui étaient pour le coup des conteneurs. Et donc voici. Mais ici, je pense que le geste de la répétition vers le ciel, le Axis Mundi, c'est quand même un geste qui a toujours été un espèce de fantasme pour les artistes. Mais vous savez, une œuvre dans l'espace public, je le vois vraiment comme un point de départ. C'est arrivé comme ça, on a vu avec Gaël ces conteneurs empilés les uns sur les autres, et je pense que c'est arrivé comme ça, oui. Donc il y a un lien quand même, peut-être une réflexion autour d'un élément de transport plus moderne qui est les conteneurs, avec, alors c'est pas la catène, mais avec catène de conteneurs qui se trouve pas si loin que ça. Tout à fait, oui, non, mais enfin, les deux sont déjà objets de flux, les deux sont des objets de port, et on dit partout que les amphores étaient un peu le conteneur antique, ce qui est plus ou moins vrai. Ça va transporter des huiles, du vin et toutes sortes de liquides. Oui. Et c'est une œuvre donc qui restera pérenne. Jusque-là, oui. Pacifique. Alors, vos œuvres interagissent avec, évidemment, l'environnement, que ce soit pacifique, puisque pas très loin, il y a aussi une œuvre au niveau des docks, de la piscine des docks. Max Coulon, la maison No Reason to Move se trouve à proximité donc de son environnement, la Tour Alta, et puis le quartier avec plusieurs immeubles pérés. Et puis, évidemment, le bateau-bus qui va venir interagir aussi avec les œuvres. Est-ce que c'est une réflexion quand vous
Vous participez à un été au Havre, de se dire il va falloir interagir notamment avec la ville, les habitants aussi, mais avec les autres œuvres, peut-être pérennes ou le contexte architectural de la ville. Est-ce que c'est une réflexion qui est venue pour vous ? Bien sûr, je pense qu'aucun geste n'est pensé hors de son contexte et justement, encore une fois, c'est aussi une grande valeur des artistes de notre génération de faire un geste qui soit poreux avec son environnement et au plus près du système qui l'accueille. Je pense que c'est bien le cas, oui. C'était aussi une réflexion pour vous, Max Coulon ? Oui, et c'est surtout une discussion avec la direction artistique, en fait. C'est presque une collaboration, parce qu'il y a une œuvre et il y a un contexte, et c'est trouver des moments de friction, de contraste ou d'harmonie entre les deux. Cosmo, j'imagine aussi. En ce qui concerne les bateaux-bus, ce serait prétentieux de dire que j'arrive à anticiper leur esthétique partout où ils roulent, puisque c'est impossible. En revanche, j'aime bien l'effet de surprise que ça crée. Récemment, quelqu'un m'a envoyé une photo sur Instagram du bateau La Drague qui est jaune devant un immeuble perré avec les volets jaunes. Là, ça crée une surprise esthétique qui est particulièrement agréable. J'imagine qu'à d'autres endroits, ça fonctionne moins bien, mais c'est aussi l'intérêt d'une œuvre mobile, c'est que finalement, elle est perpétuellement différente. Elle peut même être à 2 endroits différents ou au même endroit à 2 moments différents où la météo n'est pas la même, la lumière n'est pas la même. Par définition, les possibilités sont infinies et j'aime bien. Des possibilités infinies aussi, puisque les lignes LIA vont changer à partir du 1er juillet. Donc certaines lignes et certains bateaux partent dans certains quartiers de la ville avant de peut-être changer de direction aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est en dehors de votre contrôle. Bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et l'intérêt de travailler avec une société de transport et notamment de transport en commun, c'est que par définition, c'est un projet qui est ancré dans une réalité tangible de la vie des Havrais. Mais merci Cosmo, merci Edgar Sarin et merci beaucoup Max Coulon. On va donc conclure cette thématique. Max Coulon, je crois que vous avez fait le choix d'un titre pour ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est un morceau que Edgar m'a fait découvrir avant-hier dans le train. D'accord. Voilà. Il vous en parlera sûrement mieux que moi. Non, c'est un grand geste d'innocence, une grande beauté innocente. Oui. Donc c'est vraiment, là on est sur un échange entre artistes d'un été au Havre. On va l'écouter tout de suite, merci. De retour sur Westrack Radio en direct du FITS au Volcan pour ce lancement de la saison 2024 d'un été au Havre. Nous avons reçu précédemment sur le plateau plusieurs artistes qui présentent leurs œuvres et on continue. Deuxième plateau avec 2 artistes. À ma gauche, Joël Andriano Mearisoa. Bonjour Joël, je vous tends le micro. Bonjour. Et puis, juste à côté de moi, Grégory Chatonsky pour la 2e année. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, on va commencer par Joël. Vous présentez plusieurs œuvres sous le nom de La Vague
Affection, on retrouve cette œuvre sous plusieurs formes, des formats un peu gigantesques avec ces phrases qui sont sur la piscine des Bains des Docks et sur la bibliothèque universitaire, mais aussi des petits fragments qui sont cachés dans des livres, un petit peu, enfin dans toutes les bibliothèques de la ville du Havre. Alors, on est un peu d'un côté dans l'ordre du visible, du très grand, et de l'autre côté de l'ordre de l'invisible, avec peut-être ces œuvres qu'on découvrira peut-être jamais, puisque peut-être que les livres ne seront jamais empruntés ou que les personnes ne liront jamais jusqu'à la page où a été glissé ce fragment. Alors, comment cette notion de contraste s'invite dans votre travail artistique, de passer du très grand au très petit, du visible à l'invisible? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment du contraste qui se trouve à l'intérieur de cette œuvre que vous présentez cette année au Havre? Alors, je pense que je vais revenir sur une manière assez générale d'abord peut-être pas de ma pratique, mais en tous les cas de la formule. C'est vrai que j'aime partir du très grand, effectivement, ou du tout petit, et jusqu'au tout petit. En sachant que dans toute cette recherche et dans tout cet exercice, l'idée, c'est de matérialiser une émotion, chose d'ailleurs extrêmement compliquée. Mais entre ce très grand et très petit, il y a une chose qui est importante, c'est le public. C'est le public qui finalement révèle les choses et qui fabrique les choses. Et finalement, le troisième médium reste finalement ce public. Concernant l'œuvre, pour parler justement d'affection, je pense qu'il faut de multiples... Il faut différentes échelles pour en parler. Il faut bien sûr quelque chose qui nous happe et qui nous agresse presque le regard, à la manière de ces néons, de ces textes justement qui sont sur les façades de ces bâtiments. Voilà, on n'a pas le choix. Mais j'aime beaucoup comment vous avez décrit les choses. C'est une affection, je pense, elle se découvre aussi un peu au hasard du temps, au hasard des rencontres. Et dans ces fragments qui existent dans les livres de la bibliothèque, où justement il y a un ouvrage aussi qui est édité en très peu d'exemplaires, qui justement est un peu disséminé dans la ville, l'idée c'est finalement pas forcément d'aller voir une œuvre, mais peut-être de rencontrer une œuvre un peu au hasard. Et je pense que ça fait partie aussi des grandes discussions qu'on a eues avec Gaël Charbot dès le départ, c'est que quand on fait une exposition, c'est sûr que l'œuvre, elle est là. On vient la célébrer, on vient la regarder. Mais c'est aussi extrêmement intéressant, peut-être, de formuler ça d'une autre manière. C'est derrière, c'est au hasard, ça dépend du temps, des humeurs aussi. Voilà. D'ailleurs, cette œuvre des fragments, moi j'aime bien la catégorisée d'œuvre éternelle, puisque en fait on ne saura jamais si un jour tous les fragments ont été dévoilés. D'ailleurs, on ne sait pas si la réunion de ces fragments reconstitue quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'éternel et du hasard. C'est contrairement à ce qu'on peut voir sur les bâtiments, où on sait que ces œuvres seront probablement, on ne sait pas encore quelles seront les œuvres pérennes à l'issue de cette édition, mais elles seront probablement démontées à l'issue de la manifestation. Peut-être que ces fragments, on en retrouvera encore dans 10, dans 15 ans, peut-être même dans 100 ans, quand on exhumera des livres aux archives municipales, on retrouvera des fragments... Oui, effectivement, l'œuvre devient pérenne avant même qu'on en parle d'ailleurs. Et vous parlez d'éternité, une éternité qui est vraiment très vague en plus, hein, parce qu'on ne sait vraiment pas. Est-ce qu'on est quasiment, est-ce que c'est déjà une sorte de recherche autour de l'archéologie, parce que finalement on va peut-être même passer un certain nombre de temps, et j'aime beaucoup, moi en tous les cas, ce que je trouve très intéressant, c'est ce questionnement peut-être aussi du hasard. C'est ce que je mets exactement dans le titre. Il y a la vague, bien sûr, et la vague de la mer, mais aussi tout est vague hein, finalement. Mais c'est l'affection qui est importante. Concernant le choix des livres, est-ce que les fragments ont été déposés avec le plus total des hasards dans certains ouvrages, ou est-ce que justement certains livres ont été sélectionnés pour accueillir ces fragments? Non, il n'y a pas eu de choix. Et d'ailleurs, je m'en souviens très bien de ce mail que j'ai écrit, que tous les livres pouvaient recevoir justement un fragment du manuel de science jusqu'à la littérature, de la poésie jusqu'à un livre de cuisine. Tout était possible. Et non, c'est partout. Donc Joël Andriano, Méhari Soa, 2 œuvres cette année présentées, 2 gestes artistiques, la vague affection avec ces phrases qui
Alors je ne sais plus dans quel sens c'est. Est-ce qu'elle commence au Bain des Docks, elle termine à la BU, ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Peu importe, on peut les lire dans les deux sens, c'est vrai. Et ces fragments qui sont disséminés dans... alors j'ai pas le chiffre exact, je ne sais pas combien il y a de fragments. Il y a 25 000 pièces. 25 000 pièces. 25 000 pièces, ça me permet de faire une transition avec Grégory Chatonsky et son œuvre cette année, ou ses œuvres, puisque 3 œuvres en tout cette année. 4 œuvres. Ah bon, eh ben va falloir que je complète ma fiche. Pour une deuxième année, la ville qui n'existait pas, notamment ces 25 000 cartes postales. D'ailleurs, le chiffre 25 000, peut-être faut l'intéresser. Est-ce qu'il y a une question de numérologie derrière ça? Mais en tout cas, cette nouvelle série de cartes postales uniques qui fait suite à La ville qui n'existait pas, épisode 1 l'année dernière. On rappelle que vous êtes artiste associé pour 3 saisons avec Un été au Havre. Donc nous avons pu notamment l'an dernier observer ces œuvres qui ont été créées à base de l'intelligence artificielle, donc nourries avec des images du Havre, avec le procédé peut-être un petit peu... Pour moi, il va falloir que vous me l'expliquiez peut-être, mais en tout cas, on était plutôt dans le passé l'année dernière. Cette année, je pense qu'on est plutôt dans quelque chose qui ressemblerait à un présent dystopique, en tout cas plus ancré dans le temps. Alors peut-être, on en parlera en conclusion. L'année prochaine, on sera peut-être dans le futur. On va revenir justement peut-être sur le cœur de votre geste artistique, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la génération, en tout cas, d'images. Comment on apprend à une intelligence artificielle à créer tout ce que vous nous avez montré depuis l'année dernière? Disons que cette intelligence artificielle qui n'est pas seulement aujourd'hui une technique, mais qui est plus une manière finalement de concevoir notre monde, puisque globalement, si on la limite à la technique, je pense qu'on passe à côté de cette question-là. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un terme mal nommé, parce que quand on parle d'intelligence, on va être toujours dans le débat idiot, intelligent, etc. C'est des systèmes statistiques qui vont juste après la période qu'on a passée de 20-30 ans, où on a numérisé les textes, les images, les sons, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait, on l'a numérisé, c'est devenu binaire finalement, et donc c'est devenu traitable sur ordinateur, et c'est devenu des statistiques. Donc quand on apprend ça, moi j'ai fourni à cette intelligence artificielle la base de données municipale Nutrisco, donc qui est la base de données du Havre, qui débute effectivement à la fin du 19e siècle, et qui prend en charge toute la reconstruction du Havre. Et globalement, ce que fait l'IA, c'est pas du tout de faire du collage, ce qu'on appelle en esthétique de la compositionnalité, elle sait automatiser la ressemblance. Et ça pour l'image, pour le texte. Elle sait automatiser la ressemblance. Donc c'est une nouvelle période de la révolution industrielle. Et donc ce que j'ai fait, le projet globalement sur 3 ans, c'est prendre la ville du Havre, qui a vécu la destruction que nous allons vivre, qui a vécu la reconstruction, et de la plonger dans l'intelligence artificielle que moi je préfère appeler l'espace latent, c'est-à-dire c'est un espace de possibilités. Et donc je crée une version alternative ou contrefactuelle du Havre. Donc ça ressemble au Havre, mais ce n'est pas exactement le Havre. Et la représentation en art, c'est toujours un rapport où on reconnaît quelque chose, mais en même temps, c'est pas absolument identique. Il y a toujours un décalage. Et donc, l'année dernière, effectivement, c'était la période, puisque moi, je reconstruis l'histoire du Havre. L'objectif, c'est de refaire le Havre, de reconstruire toute l'histoire. Donc, c'était 1895-1970 pour parler de la modernité du Havre, donc cette grande utopie havraise. Donc, ça avait pris la forme de 25 fresques qui sont a priori les plus grandes fresques en intelligence artificielle aujourd'hui réalisées sur l'ensemble des quartiers du Havre. Moi, c'était très important que ce soit pas seulement sur le centre Perret, mais que ce soit dans l'ensemble du Havre, parce que en tant que non-havrais, j'avais des scrupules, bien sûr. C'est pas chez moi. Et 25 000 cartes postales uniques et numérotées, parce que j'avais tout simplement l'ambition que les gens qui viennent visiter un été au Havre puissent repartir avec une œuvre d'art. S'ils perdent cette image, elle sera perdue à tout jamais. Et en même temps, sur un support assez obsolète qui est la carte postale. Donc cette année, c'est 1971-2024, c'est le présent, puisque moi je suis de 71, donc c'est mon présent d'une certaine façon. Et là, ça prend, disons que dans ces images que j'avais créées, il y avait un monde qui apparaissait, dont je comprenais pas très bien la nature, où il y avait des formes violettes, qui sont apparues progressivement, donc j'ai tiré le fil, parce que moi j'aime bien le violet. Et cette année, j'ai décidé de matérialiser ces formes violettes dans la réalité. Donc, non pas que l'intelligence artificielle mime la réalité, mais que la réalité, maintenant, commence à mimer l'intelligence artificielle et s'en inspire. Et que, finalement, la réalité vienne de là. Donc, ces impressions violettes, elles sont à 3 endroits. Elles ont été imprimées en béton par Spi Batignolles.
Donc le béton, c'est vraiment une grande histoire au sein du Havre. Il y a 25 000 nouvelles cartes postales où j'essaye de faire concurrence à Gaël Charbot et à le déborder, puisque c'est 25 000 nouvelles œuvres d'art publiques potentielles au Havre. Donc ça pourrait peut-être donner des idées aux artistes à venir, ou simplement dire ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'est déjà fait d'une certaine façon. Donc ça permet d'éliminer un certain nombre de lieux communs, de clichés, et ainsi de suite. Par ailleurs, il y a une installation au MUMA qui fait face à photographier la Normandie, puisque c'est deux révolutions industrielles. Il y a eu la révolution industrielle du photoréalisme au XIXe siècle, qui a déterminé complètement ce qu'a voulu dire le XXe siècle. Et là, il y a cette nouvelle révolution qui est une nouvelle forme de réalisme, qui n'est plus le photoréalisme, qui intègre le photoréalisme. Et donc là, c'est les 25 000 cartes postales de l'année dernière qui sont analysées et interprétées par une intelligence artificielle auquel j'ai appris à parler comme un historien ou un critique d'art. Donc il essaye de faire ça. Et puis il y a un film qui s'appelle Haven. Donc maintenant nous savons que ce Havre contrefactuel s'appelle Haven, et qui donne absolument les clés narratives de l'ensemble du projet. C'est quoi ces formes? Comment s'organise la vie sociale autour de ces formes? Et globalement, ce serait toutes les clés. Et ce serait une manière de réécrire de fond en comble la ville. D'ailleurs, je crois que ce film est diffusé aujourd'hui toutes les demi-heures au Sirius. Alors, je veux pas spoiler, mais il paraît que la fin est un peu... Tout le monde meurt. Alors, de toute façon, si je puis me permettre, indépendamment du film, tout le monde meurt. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est pas lié au film. Non, c'est plutôt un film sur la question de la résurrection, puisqu'il me semble que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça a été dit, on est dans un contexte d'effondrement social et géologique et climatique, et que c'est ce moment-là qu'on choisit pour faire des images d'images, des textes de textes, de manière complètement récursive, avec une accélération complètement folle de la quantité de médias qui n'est même plus à notre portée. Et il me semble qu'on est en train d'automatiser la mémoire, un peu comme les Égyptiens avec les pyramides, où nous avons tous la certitude muette, profonde et silencieuse qu'il n'est pas sûr qu'il y ait encore dans le siècle qui vient des êtres humains, que peut-être le dernier témoin arrive, et qu'on est en train de déléguer cette nouvelle mémoire à des machines qui, sans aucun doute, de toute façon, disparaîtront avec nous. Je reviens sur les sculptures en béton qui, m'ont intrigué quand on m'a dévoilé le programme d'un été au Havre, puisque si je résume et si je fais vraiment des raccourcis, vous avez laissé une intelligence artificielle produire des œuvres, et de ces œuvres, vous avez transmis les plans à une imprimante 3D, et l'œuvre est créée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire disparaître votre métier d'artiste ? Mais c'est le but. Moi, j'ai absolument envie de disparaître, vraiment. C'est-à-dire que j'ai rien à exprimer de particulier. Mais dans mon travail avec l'intelligence artificielle, on est souvent un peu hanté par l'imaginaire de Terminator, c'est-à-dire finalement l'imaginaire d'un remplacement qui est un concept un peu pourri tout de même. La manière que j'ai de concrètement travailler, c'est comme n'importe quel artiste, avec n'importe quel médium, avec la peinture, avec la sculpture, c'est que je commence un projet avec une idée relativement vague, et par le travail, ça modifie ce que je souhaitais, et parce que je veux, je modifie aussi ce qui est réalisé. Et donc c'est une espèce de codépendance ou d'aliénation, c'est-à-dire j'aliène l'intelligence artificielle, je programme, je lui apprends des choses, elle poursuit ce que je fais, et en même temps, je poursuis ce qu'elle fait. Par exemple, j'ai écrit des livres en IA, et à un moment, je ne sais plus ce qu'elle a écrit, ce que j'ai écrit. Et l'objectif, c'est que mon imagination devienne son imagination. Et parfois, ce que produit l'IA, c'est moi, mais plus que moi. Et c'est moi en dehors de moi. Donc, l'hypothèse, c'est vraiment de sortir de moi et de faire que cette machine soit ma finitude, mais en dehors de moi-même. On parle un petit peu de la troisième année. Effectivement, l'année prochaine sera donc votre troisième année de présence sur le territoire, avec 2 nouvelles œuvres qui seront produites dans le cadre d'un été au Havre. Donc, comme on a pu le voir, il y a quand même une trame un peu historique. Est-ce qu'il y a un peu de teasing sur l'année 2025 vers où allez-vous nous emmener ? Oui, alors d'abord, c'est des épisodes d'une série. C'est-à-dire que ce qui est incroyable dans la réécriture de cette ville avec un réseau de neurones, c'est que finalement, et sur le positionnement des œuvres, c'est que maintenant, les sculptures sont à côté des fresques, se répondent et ainsi de suite. Et donc, toutes les années se cumulent et ça forme une seule et même œuvre. C'est tous ces fragments-là. Dont on ne pourra pas tout voir. Donc le teasing de la prochaine année, je ne vous dirai pas tout, mais c'est globalement 2025-2612.
quand le bas du Havre sera inondé. Et donc l'idée c'est de créer une œuvre qui va être inondée en fin de compte et qui va durer 6 siècles. Donc l'objectif c'est de faire une œuvre qui dure 6 siècles, ce qui pose pas mal de problèmes. Et globalement de faire en sorte que les habitants du Havre de 2025 continuent à parler aux habitants du Havre, si ça s'appelle le Havre encore, peut-être que ça s'appellera Haven, en 2612. Et globalement l'objectif c'est de faire une architecture où les habitants du Havre vont pouvoir ressusciter. C'est un projet de résurrection, en fin de compte. Oui, et là, je pense vraiment technique, mais autant pour l'année précédente, donc qui s'est arrêtée avant 1971, cette année qui s'arrête à 2024, l'IA a pu être nourrie avec de la réalité ou du passé existant. Là, sur du futur, on ne sait pas du tout où ça nous emmène. Ben, il y a l'intelligence artificielle ne reproduit pas, on a du mal à comprendre, hein, ça ne reproduit pas ce qu'on lui donne, parce que ça introduit aussi du bruit, du hasard ou de la contingence, et donc ça a une très forte capacité à créer des visions. L'IA, c'est vraiment soit une expérience psychédélique, soit quelque chose qui est très onirique et qui est du rêve et qui relève d'une tradition finalement surréaliste. Donc c'est un très bon outil c'est une très bonne machine à produire du possible. Et Dieu sait que dans le futur, nous avons besoin de possible et que nous avons besoin aussi de penser des futurs à long et très long terme, tant le futur dans lequel nous sommes aujourd'hui semble si proche et constituer un mur. Si on vous a réunis tous les deux sur le même plateau, c'est qu'il y a quand même un fil entre vos œuvres et cette notion, je ne sais pas comment la qualifier, mais d'œuvres jamais dévoilées, tous ces fragments, toutes ces cartes postales uniques, chacun va détenir un bout de vos œuvres. Il n'y a pas de notion d'exhaustivité ou de grande représentation, et je trouve que c'est une façon assez intéressante de réinterroger l'artiste, l'œuvre, l'espace public. Vous ne présentez pas quelque chose de fini et de monumental, et vous présentez des fragments où tout le monde pourra être un peu propriétaire d'une partie de vos œuvres. Peut-être, je donne un élément alors peut-être qu'il y a 2 questions là-dedans, mais je parle sous ton contrôle. Il y a d'une part ce qui est partagé peut-être, c'est la question de l'écriture, avec d'un côté l'écriture en langage naturel, écrite ou orale, et cet espace latent dans l'intelligence artificielle qui métabolise tout, dont le langage, où quand aujourd'hui on lit un texte, on se demande si c'est un être humain ou ChatGPT qui l'a écrit. On a un doute sur nous-mêmes, on a un doute sur ce que ça veut dire l'anthropologie. Et après, cette manière de ne pas pouvoir saisir une œuvre monumentale et un certain refus peut-être de la monumentalité, de l'expression personnelle, etc., qui traverse pas mal d'œuvres là en ce moment, c'est peut-être le fait que c'est ça une ville. Une ville, quoi. En tout cas moi je suis pas havrais, donc quand je viens au Havre, je me promène la nuit, je regarde les fenêtres des bâtiments, je vois des lumières, des gens qui vivent, et je me demande qu'est-ce que ce serait que vivre là. Et une ville, c'est exactement ça, c'est une espèce d'intimité des anonymes. Et donc de faire des œuvres qui sont fragmentaires, qui sont dans un processus d'infini, mais au sens de l'incomplétude. C'est jamais complet. Personne ne pourra en avoir une vision complète. C'est la définition même d'un monde. Un monde, c'est quelque chose qui dépasse mon horizon, c'est quelque chose que je ne peux pas saisir en totalité. Et je pense que s'il y a beaucoup d'œuvres fragmentaires, beaucoup d'œuvres insaisissables et généreuses, et en même temps anonymes, avec une forme d'anonymat très particulier, c'est sans aucun doute pour coller à l'épiderme du Havre. Joël, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de Grégory ? Non, c'est étonnant effectivement ce que dit Grégory, parce que j'adhère totalement à ce que tu racontes. Moi, quand on me pose une question, quelle est mon inspiration ? Je dis toujours que j'en ai pas. Mais la métaphore de l'inspiration reste une ville. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans une ville, c'est que dans une ville, il y a de la vie, il y a de la mort, il y a des êtres humains, il y a des voitures, il y a une architecture, il y a des lignes, il y a des courbes, il y a un certain nombre de choses. Et c'est là où je suis d'accord avec Grégory, et je pense que c'est pour ça qu'on va justement dans cette écriture très fragmentaire des choses, où on affirme et on affiche et en même temps on rentre finalement dans les interstices. C'est que broder un monde, c'est ça en fait aujourd'hui. Broder un monde, c'est pas uniquement apposer quelque chose. Après, par rapport à, et alors là effectivement sous le contrôle de Gaël, qui
nous propose quand même de faire des choses monumentales. Je pense qu'on pose clairement la question de la monumentalité, on pose clairement aussi la question de l'œuvre d'art aujourd'hui. Moi, j'ai un peu ouvert la discussion autour de ça. Est-ce qu'une œuvre d'art n'a sa place qu'effectivement que sur un mur avec un visiteur qui le voit que de face? Est-ce qu'une œuvre d'art ne se mange pas? Est-ce qu'une œuvre d'art justement ne se vit pas? Est-ce qu'une œuvre d'art ne se détruit pas quelque part? Et est-ce qu'on ne la fait pas disparaître aussi? Donc nous sommes peut-être sur un exercice d'une œuvre finalement peut-être humaine aussi. C'est une vraie question. Je sais pas, Grégory, je pose un peu cette question, mais est-ce que justement c'est pas une sorte de recherche d'humanité, à la fois dans la résurrection, dans la renaissance des choses, dans la déperdition des choses aussi, et c'est peut-être aussi c'est ça la ville. Le Havre, comme Grégory le raconte aujourd'hui, c'est une naissance, c'est une destruction, c'est une autre renaissance, c'est le cycle de la vie. Et est-ce que l'œuvre, justement, ne veut pas aller dans ce sens-là aussi? Joël Andriano-Mérisoa, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Grégory Chatansky aussi, merci beaucoup pour toute cette explication de ce travail qui peut paraître parfois difficile à comprendre pour le novice comme moi. On va faire une pause musicale avant de recevoir notre prochain plateau, et je crois que Grégory, on vous a laissé le choix de la musique, et je crois que c'est King Krul. Ouais, King Krul, en tout cas à l'époque où il s'appelait Zokid. J'ai mis juste cette chanson. Alors c'est très compliqué parce que j'écoute tout le temps des choses et que je pouvais pas choisir. Donc, moi je suis arrivé très spontanément ce matin en mode il me faut une musique là. Quelle est la première idée qui vous vient? Donc j'ai hésité entre La Souris déglinguée et Zokid. En fin de compte, c'est juste un truc d'adolescence. C'est parce que ça a été une émotion il y a quelques années, parce que ça me relançait un peu sur mes amours 50s et psychobilly de l'adolescence, et je trouvais que c'était une bonne manière de reprendre ce côté un peu sauvage que j'avais aimé quand j'avais 14-15 ans. Merci à tous les deux. On se fait une pause musicale et on se retrouve juste après.
Le plateau Un été au Havre se poursuit. Nous sommes en direct au Volcan. On va accueillir la nouvelle thématique à suivre. Jouer avec la ville avec plusieurs artistes. Adminoliti, Arthur Goss et Jocelyn Desbois. Adminoliti pour son hôtel des oiseaux qui se trouve au jardin suspendu, ainsi qu'une exposition au portique jusqu'au 29 septembre. Arthur Goss pour La Lune s'est posé au Havre, une œuvre pérenne cette fois-ci. Et Jocelyn Desbois pour son œuvre Aura. On va quand même préciser que Adminoliti est une artiste qui nous vient de l'Argentine. Alors, on va avoir la présence d'une traductrice pour pouvoir confirmer les échanges et pouvoir traduire tout ça. Merci en tout cas de votre présence. Adminoliti, hello. Welcome. Arthur Goss, La Lune s'est posée au Havre à nouveau. Bonjour à vous. Et enfin, Jocelyn Desbois pour Aura. Jocelyn Desbois, étudiant à l'ESADAR. On va commencer par Adminoliti avec cet hôtel des oiseaux et cette exposition au portique jusqu'au 29 septembre. L'hôtel des oiseaux, c'est une réflexion autour de la nature et notamment de sa non-binarité. Nature is queer, c'est aussi le nom de cette exposition au portique. Première question, comment est-ce que la nature est queer? Pourquoi est-ce qu'elle est queer? Más que nada parce que los grupos, por ejemplo, que atacan a la comunidad trans, la communauté trans, usan falsedades sobre la biología, ¿no? Utilisent des falsedades, dijiste, des choses fausses sur la biología. Sur la biologie. Diciendo que la naturaleza es binaria, ¿no? Y justamente no. Ils disent que la nature est binaire et justement c'est pas le cas. Y en general yo trabajo una abstracción geométrica no binaria usando teoría queer y feminista. J'utilise l'abstraction géométrique non binaire à partir de théories féministes et queer. Y eso incluye, bueno, también nuestra relación con el mundo animal, vegetal. Et ça inclut le monde végétal, animal, et la relation qu'on a avec ces mondes. Donc l'idée, c'est justement d'utiliser ce contre-argument qui est parfois utilisé donc, dans des discours transphobes, de dire la nature justement est binaire. Et là, l'idée, c'est de dire non, la nature est queer comme la société dans laquelle on vit. Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, l'argument qui est utilisé, c'est justement la nature est binaire. Es decir, la naturaleza es queer. Et là, c'est un contre-argument pour dire finalement la nature en fait est queer. Es un contre-argumento para decir, pero sí, la naturaleza es queer. Comme le monde dans la société dans laquelle on vit. Sí, totalmente. Totalement. Une exposition au portique et cette œuvre, plusieurs œuvres, même des bancs au jardin suspendu. L'idée cette fois-ci, c'est de faire venir des oiseaux et notamment des espèces qui ne sont pas habituellement habitantes des jardins suspendus. C'est un petit peu un challenge quand même pour vous de faire venir des espèces et de voir si ça va fonctionner. Es un desafío de ver si vienen las especies diferentes de aves y ver si habitan tu escultura. Más que nada con mi escultura quiero inspirar a la gente. Elle veut inspirer les gens a pensar en el diseño y en nuestra producción también artística, cómo se puede destinar a otros públicos no humanos. Comment est-ce qu'on peut repenser l'architecture pour des publics non humains? Et donc elle invite à réfléchir sur ces questions-là. Incluso las casitas de la torre van a quedar para el jardín para que tengan uso en el futuro. Les maisons qui se trouvent dans la tour, les petites maisons, les niches d'oiseaux, van a quedarse, elles vont être données pour que ça reste dans le jardin en fait, pour que les oiseaux puissent habiter les petites maisons dans le futur. Donc c'est une œuvre en mouvement aussi, et il y a ce côté un peu incertain, puisqu'on ne sait pas si on va réussir à attirer de nouvelles espèces d'oiseaux.
es un poco, hay una incertidumbre porque no se sabe si va a poder atraer esas especies de aves y es un poquito, sí, hay mucha incertidumbre sobre eso. Sí, juego también con la libertad de la obra de arte, que es una metáfora y una propuesta más que un hecho científico, ¿no? Elle joue avec la métaphore de l'art, que c'est plus une proposition plus qu'un fait scientifique. D'ailleurs, vous avez été accompagné sur ce projet, vous n'étiez pas seul, vous avez été accompagné par plusieurs